Bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur d'un événement qui secoue littéralement le monde. Ibrahim Traoré défie toutes les conventions et crée un choc planétaire en seulement 48 heures. Les décisions qu'il prend et les actions qu'il déclenche ont des conséquences inattendues sur l'économie, la diplomatie et la sécurité internationale. Dans cette vidéo, nous allons analyser chaque détail, chaque stratégie, et vous montrer pourquoi cette situation est unique et historique. Vous allez découvrir des révélations qui mettent en lumière la puissance d'un leader capable de bouleverser l'ordre établi en un temps record. Avant de commencer cette analyse exclusive, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à notre chaîne pour rester informé de toutes nos futures enquêtes et décryptages. Préparez-vous, car la vérité ne s'excuse pas et ce que vous allez voir va vous surprendre comme jamais. Ibrahim Traoré, président du Burkina Faso, a bouleversé le calendrier diplomatique international avec un geste qui semblait à la fois simple et radical, affirmer la vérité sans concession. Lorsque ces paroles ont traversé les couloirs feutrés des chancelleries et les écrans des médias internationaux, un véritable séisme moral s'est déclenché. Les diplomates occidentaux s'attendaient à un discours mesuré, tempéré, et au lieu de cela, ils ont reçu une déclaration sans phare. En affirmant que la transparence et l'intégrité ne s'inclinent devant aucune pression extérieure, Traoré a transformé un simple allocution en véritable ultimatum moral. Ce moment a mis en lumière l'incompréhension profonde entre les standards diplomatiques traditionnels et les aspirations populaires à la vérité. Chaque mot prononcé semblait calibré pour réveiller des consciences longtemps anesthésiées. L'Afrique, souvent reléguée au rôle d'observatrice, devenait actrice d'un récit global, imposant une nouvelle norme de courage. Kingston, théâtre inattendu de cette déclaration, est devenu un symbole, un miroir de ce que signifie tenir fermement ses principes. La scène était tendue, mais l'onde de choc se propageait déjà bien au-delà de la salle de conférence, touchant des millions de citoyens attentifs. Le message de Traoré n'était pas qu'une critique, mais un rappel de l'essence de la souveraineté nationale. Pour lui, un État ne se mesure pas seulement par sa force militaire ou son influence économique, mais par sa capacité à écouter la vérité, même lorsqu'elle dérange. Dans les heures qui ont suivi, les réactions furent contrastées. Les gouvernements occidentaux voyaient un affront, tandis que la population percevait un acte de courage. La fracture entre protocole et conscience se creusait, révélant combien les citoyens sont souvent plus sensibles à l'authenticité qu'aux conventions diplomatiques. À Kingston, les médias ont d'abord capté des sourires polis, puis des visages sidérés. Chaque phrase de Traoré frappait comme un verdict sur l'état des pratiques politiques mondiales. Certains responsables politiques se sont sentis attaqués, d'autres ont admis, intérieurement, la justesse du message. La vérité, proclamée avec fermeté, avait trouvé son chemin dans l'espace public. Les marchés, les radios de rue, les forums étudiants résonnaient désormais des mots du président burkinabé. L'impact était tangible et immédiat. Les 48 heures qui ont suivi furent décisives. Traoré n'a pas fléchi devant la pression, refusant de rétracter ses propos, malgré les appels incessants de certains alliés à se plier au protocole. Cette détermination a transformé ce qui aurait pu être un simple incident diplomatique en une crise de légitimité pour de nombreux gouvernements. Les citoyens de la Jamaïque et au-delà ont commencé à percevoir l'événement comme un symbole de résistance morale. Les discussions ont quitté les cercles officiels pour s'installer dans les rues, les campus et les lieux de travail. Partout, on répétait cette phrase simple mais puissante, « La vérité ne s'excuse pas ». Elle est devenue un mantra, un fil conducteur entre le Burkina Faso et les peuples caribéens. Les ONG locales, jusque-là marginalisées, ont retrouvé un rôle central. Leur travail sur la transparence et la responsabilité publique a soudain gagné en visibilité. En quelques heures, un dialogue civique inattendu s'est imposé. L'onde de choc n'a pas épargné les chancelleries. Les analystes politiques ont observé, fascinés, la manière dont un discours africain pouvait provoquer un tel effet miroir à des milliers de kilomètres. Traoré n'était pas seulement un chef d'État, il incarnait un principe universel, le courage intellectuel et moral peut contrecarrer l'inaction institutionnelle. Pour la première fois depuis des décennies, les citoyens se sont sentis écoutés, compris, représentés dans un acte symbolique qui transcendait les frontières. La confrontation entre Traoré et les dirigeants occidentaux n'était plus simplement diplomatique, elle devenait existentielle. Les gouvernements ont tenté de contenir l'impact, mais le peuple, lui, avait pris le relais. Dans cette tension, une vérité simple émergeait, le respect des citoyens et de la justice transcende la peur et la complaisance. La réaction populaire a été massive et ordonnée. Des milliers de Jamaïcains ont manifesté pacifiquement, brandissant des pancartes reprenant les mots du président burkinabé. Le phénomène s'est étendu à la diaspora, de Londres à Paris, en passant par Toronto, créant un réseau transcontinental de solidarité. Cette mobilisation prouve que les messages de vérité et de justice trouvent écho là où règne la frustration et le désir de changement. En 10 jours,
Le discours de Traoré avait été partagé plus d'1 million de fois sur les réseaux sociaux, transformant les simples paroles en un véritable mouvement citoyen. Il ne s'agissait plus de politique traditionnelle, mais d'une révolution de la conscience collective. La force d'un discours peut ainsi se mesurer non pas aux applaudissements protocolaires, mais à sa capacité à provoquer une transformation sociale tangible. L'impact institutionnel s'est rapidement fait sentir. Au sein du gouvernement jamaïcain, les divisions internes sont apparues au grand jour. Certains ministres ont admis que les critiques de Traoré étaient légitimes, tandis que d'autres insistaient sur la nécessité de protéger l'honneur national. Cette dualité reflète le dilemme classique entre image et substance. Traoré, par son courage et sa franchise, a offert une leçon. La souveraineté n'est pas un bouclier contre la vérité, mais un cadre pour la mettre en œuvre. Ces paroles ont montré que le pouvoir authentique repose sur l'intégrité et la responsabilité, non sur la peur ou l'illusion de contrôle. Les gouvernements doivent désormais composer avec cette nouvelle réalité morale. 3 scénarios d'avenir se dessinent après ces 48 heures de choc. Dans le premier, le gouvernement jamaïcain limite les effets du discours à des déclarations symboliques, sans réelle transformation. Dans le second, la crise devient catalyseur de réformes. Budget transparent, participation des jeunes, médias indépendants protégés. Dans le troisième, le pouvoir se crispe, marginalisant toute contestation et s'isolant du monde. Le choix n'appartient cependant ni aux chancelleries ni aux tribunaux, mais aux consciences des citoyens. L'influence de Traoré réside dans sa capacité à réveiller la responsabilité individuelle et collective. Le message central demeure: la vérité ne se plie pas aux ultimatums, aux menaces ou aux calculs diplomatiques. Cette idée, simple mais radicale, a le pouvoir de transformer la perception de la légitimité politique. Les peuples comprennent qu'un leader peut, en osant dire le vrai, déclencher des changements profonds sans recourir à la violence ni à la coercition. La Jamaïque, les Caraïbes, et même des nations plus lointaines, observent désormais que la moralité peut devenir un levier stratégique. Traoré incarne cette leçon intemporelle: défendre la vérité, c'est protéger l'avenir. Dans les rues de Kingston, le silence après le discours a été révélateur. Ce n'était pas une soumission à la peur, mais un moment de réflexion collective. Les visages, les gestes, la façon dont les citoyens se sont déplacés pour écouter et discuter, tout témoignait d'un changement profond. L'influence de Traoré se mesure dans ces micro-interactions, dans la manière dont un peuple réévalue son rapport à la transparence et à la justice. La tempête déclenchée par Ibrahim Traoré à Kingston ne se limita pas aux frontières de la Jamaïque. Les chancelleries européennes observaient avec un mélange de stupeur et d'incompréhension, incapables de jauger la portée d'un acte qui, sur le papier, relevait du simple discours, mais qui, dans la réalité, déchirait le voile de conventions diplomatiques établies depuis des décennies. La fracture était double: d'un côté, le respect formel des protocoles, de l'autre, la voix authentique d'un dirigeant africain, refusant de se plier aux attentes silencieuses d'un Occident encore imprégné de postcolonialisme. Les analystes diplomatiques parlaient d'une audace inédite, certains évoquant même une remise en question des alliances traditionnelles, tandis que d'autres craignaient que ce geste ne polarise davantage un Sahel déjà en proie à des tensions internes. L'effet domino se dessinait. Chaque capitale européenne surveillait de près les réactions de ses partenaires africains, craignant un précédent qu'aucune diplomatie classique ne pourrait contenir. En Afrique, la réaction fut contrastée, oscillant entre admiration et prudence calculée. Les gouvernements voisins du Burkina Faso virent dans ce geste un signal de courage, un appel à la transparence et à la responsabilité, alors que certains régimes plus fragiles redoutaient les retombées potentielles sur leur propre légitimité. Les médias locaux amplifièrent l'impact du discours de Traoré, en le présentant comme un exemple rare de confrontation directe et honnête face aux puissances étrangères. Les citoyens, jeunes et moins jeunes, se sont emparés de ces mots pour remettre en question les pratiques de leurs dirigeants. L'écho fut tel que même les organisations de la société civile, longtemps marginalisées, virent leurs rapports et recommandations ressuscités d'un simple souffle. La diplomatie africaine se retrouvait donc confrontée à une dualité: maintenir la continuité des relations internationales ou embrasser un nouveau paradigme de transparence et de responsabilité. L'onde de choc ne s'arrêta pas aux capitales africaines. Les diasporas africaines et caribéennes, présentes à Londres, Toronto, Paris et New York, relayèrent le discours avec un enthousiasme inattendu. Des centaines de milliers de partages, des collectes en ligne et des manifestations symboliques traduisirent une solidarité transcontinentale, prouvant que le message de Traoré n'était pas seulement politique, mais culturel et moral. Les diasporas devinrent ainsi des catalyseurs d'opinion, transformant chaque phrase prononcée à Kingston en un outil d'éveil citoyen. Ce phénomène mit en lumière une réalité rarement étudiée: l'influence d'un dirigeant africain pouvait désormais franchir océans et fuseaux horaires, non pas par la force militaire ou économique, mais par l'intégrité et la clarté de sa parole. Les chancelleries occidentales se trouvaient face à un dilemme inédit.
Entre la défense de l'image nationale et le respect des conventions diplomatiques, les gouvernements hésitaient à réagir de manière trop directe, de peur d'alimenter l'admiration populaire pour Traoré. Chaque communiqué officiel, chaque déclaration publique fut analysée par les citoyens comme un geste de faiblesse ou de prudence excessive. La diplomatie classique, fondée sur la prudence et l'opacité, montrait ses limites face à une réalité où la transparence pouvait être un levier de pouvoir encore plus puissant que les menaces. Les ambassades tentèrent de freiner la diffusion des images et des retranscriptions, mais le flot d'informations était devenu incontrôlable, illustrant la nouvelle nature d'un monde où les citoyens eux-mêmes deviennent des acteurs diplomatiques. Dans le Sahel, le discours de Traoré eut un effet miroir inattendu. Les populations, longtemps habituées à une certaine résignation face à l'incompétence et à la corruption, virent émerger une nouvelle possibilité, celle d'un leadership basé sur le courage et la vérité. Les mouvements civiques locaux se sont renforcés, prenant exemple sur la réponse jamaïcaine. Des forums citoyens furent improvisés, des assemblées locales appelèrent à plus de transparence dans la gestion des budgets publics, et même les journalistes courageux utilisèrent le discours comme base pour enquêter sur des pratiques politiques douteuses. Le leadership de Traoré devint ainsi un symbole tangible, inspirant une réforme morale plus que légale, un exemple de résistance et de responsabilité qui transcende les frontières géographiques. L'impact économique de la situation ne tarda pas à se manifester. Les investisseurs internationaux, initialement prudents, observèrent les manifestations de soutien populaire et les réactions politiques avec un mélange d'inquiétude et d'intérêt stratégique. Les marchés, souvent sensibles aux signaux politiques, commencèrent à ajuster leurs prévisions en fonction des nouvelles orientations de gouvernance. Dans ce contexte, Traoré montra qu'un dirigeant peut influencer la perception économique par sa simple parole, confirmant que le capital politique et le capital économique sont désormais intimement liés et que la confiance populaire peut devenir un facteur déterminant dans la stabilité régionale. Parallèlement, les alliances régionales furent testées. Les pays voisins du Burkina Faso durent clarifier leur position, soit en soutenant implicitement Traoré, soit en se distanciant pour protéger leurs propres intérêts. Cette dynamique créa une reconfiguration subtile mais significative des rapports de force dans la région. Les réunions bilatérales, souvent protocolaires, prirent une tonalité plus urgente et stratégique. La diplomatie classique, basée sur le compromis et la prudence, dut s'adapter à une réalité où le courage individuel pouvait influencer les orientations collectives, redéfinissant les priorités et les alliances au Sahel et au-delà. Les médias internationaux, eux aussi, se retrouvèrent dans une position délicate. Certains tabloïds cherchaient le sensationnel, d'autres tentèrent d'analyser les implications à long terme. Les journalistes furent contraints de repenser leur narratif. Un discours africain pouvait désormais influencer les politiques étrangères des puissances traditionnelles, et non l'inverse. La question de l'autorité, de la légitimité et de la moralité devint centrale dans les débats. Les rédactions, habituellement focalisées sur le conflit et la confrontation, durent désormais intégrer des notions d'éthique et de transparence dans leurs analyses, un changement conceptuel inédit. La société civile, stimulée par ce bouleversement diplomatique, renforça sa présence dans le processus politique. ONG, collectifs citoyens et associations locales se virent dotés d'un nouveau levier, l'exemple concret d'un dirigeant confrontant les puissances internationales sans compromis. Cette dynamique permit d'initier des dialogues précédemment inaccessibles avec les autorités, allant au-delà de simples demandes formelles pour aborder des questions structurantes, justice sociale, responsabilité publique, transparence budgétaire. Le rôle de Traoré ne se limitait plus aux symboles. Il devenait un catalyseur d'action, stimulant la participation et l'initiative citoyenne dans des régions historiquement marginalisées. Dans un monde globalisé, la diffusion rapide de la parole authentique, soutenue par les réseaux sociaux et les médias diasporiques, pouvait contourner les filtres officiels et provoquer un changement de perception immédiat. L'annonce d'Ibrahim Traoré provoqua un séisme diplomatique qui dépassa largement les frontières africaines. Les capitales européennes se retrouvèrent prises au piège de l'incertitude stratégique, incapables de prévoir les conséquences économiques et politiques d'un blocage de 1000 tonnes d'uranium. Les analystes internationaux se sont penchés sur les chaînes d'approvisionnement, estimant que le retard dans la livraison des matières nucléaires pourrait ralentir plusieurs programmes énergétiques et militaires à travers l'Europe. Dans ce contexte, chaque décision de Bruxelles, Paris ou Berlin fut scrutée par des gouvernements africains et asiatiques, révélant combien le monde moderne est interdépendant et combien un seul acte audacieux peut provoquer des réactions en chaîne, redessinant les priorités géopolitiques sans avertissement préalable. Les pays producteurs voisins du Burkina Faso furent confrontés à un dilemme similaire. Entre le maintien de relations économiques stables et la solidarité régionale avec un pays qui avait osé défier les attentes occidentales, les gouvernements hésitèrent à prendre parti. Cette hésitation reflétait non seulement la complexité des alliances africaines, mais aussi la fragilité des systèmes économiques dépendant de l'exportation de matières premières stratégiques.
L'effet immédiat fut la multiplication des consultations diplomatiques et la création de groupes de travail informels pour évaluer les conséquences potentielles. Le Sahel, historiquement marqué par des tensions transfrontalières, se retrouva ainsi au cœur d'une négociation invisible où l'équilibre entre souveraineté et dépendance économique devint central. À l'échelle mondiale, les marchés financiers réagirent avec prudence mais intensité. L'annonce de Traoré fut interprétée comme un signal de risque majeur pour la stabilité énergétique et nucléaire de l'Europe. Les prix des matières premières stratégiques augmentèrent, tandis que les assurances et les fonds d'investissement spécialisés réévaluaient leur exposition aux pays importateurs et exportateurs d'uranium. Les fluctuations ne se limitèrent pas aux matières premières. Les monnaies locales, les obligations d'État et les indices boursiers reflétèrent la nervosité des investisseurs. Les effets furent particulièrement visibles dans les secteurs de l'énergie et de la défense, où la planification à long terme dépend fortement de la disponibilité fiable de matières premières sensibles. Les organisations internationales, telles que l'AIEA et l'ONU, furent contraintes de réagir rapidement. Des réunions d'urgence furent convoquées pour analyser l'impact du blocage et évaluer les risques de prolifération nucléaire. La situation illustrait une réalité critique. Même si un État n'a qu'un contrôle limité sur une partie du marché mondial de l'uranium, sa décision pouvait influer sur la sécurité énergétique, la stabilité diplomatique et la perception de la puissance internationale. Les débats s'intensifièrent autour de la légitimité de la décision de Traoré, certains pays la considérant comme un droit souverain, tandis que d'autres la voyaient comme une menace directe à la sécurité collective. La dimension militaire ne tarda pas à apparaître dans les calculs stratégiques. Les analystes occidentaux évoquèrent la possibilité d'une réorganisation des doctrines de défense européennes, dans un contexte où la dépendance à une ressource unique pouvait constituer une vulnérabilité critique. Des simulations de crise furent menées, envisageant des retards dans la production d'énergie nucléaire civile et militaire, et la nécessité d'un recours à des stocks stratégiques d'uranium, souvent limités et géographiquement dispersés. Chaque scénario renforçait l'idée que la décision de Traoré n'était pas seulement politique, mais intrinsèquement stratégique, mettant en lumière la puissance qu'un pays africain peut exercer sur l'équilibre mondial. Dans le même temps, les relations transatlantiques furent affectées. Les États-Unis, tout en affirmant leur soutien officiel à l'Europe, durent réévaluer leur dépendance aux circuits d'approvisionnement africains et réfléchir à des mesures de contournement. Le blocage de Traoré souleva des questions sur la capacité des grandes puissances à influencer la politique africaine par des moyens diplomatiques ou économiques traditionnels. Cette situation révéla une asymétrie. La puissance n'était plus uniquement fonction de la capacité militaire ou économique, mais également de la maîtrise de ressources stratégiques et de la capacité à utiliser le levier moral et politique dans des contextes internationaux complexes. Les répercussions sociales furent également notables. Les populations locales au Burkina Faso et dans les pays voisins virent dans la posture de Traoré un symbole de résistance et de souveraineté, renforçant le sentiment d'appropriation des ressources nationales. Des débats publics et forums citoyens se multiplièrent, centrés sur la responsabilité des dirigeants et la nécessité de protéger les ressources stratégiques contre l'influence étrangère. Les médias locaux et régionaux mirent en avant des analyses détaillées, transformant la controverse internationale en un moment d'éducation civique et de réflexion sur le rôle de la nation dans l'ordre mondial. Les mouvements politiques internationaux furent également perturbés. Certains partis, traditionnellement alliés aux puissances occidentales, durent justifier leur position face à l'opinion publique, tandis que d'autres utilisèrent l'exemple de Traoré pour prôner des politiques plus indépendantes et souveraines. Cette dynamique eut pour effet de fragmenter certains consensus internationaux et de créer de nouvelles coalitions, souvent temporaires, basées sur la défense de l'autonomie nationale et de la responsabilité politique. Le blocage de l'uranium devint ainsi un catalyseur d'initiatives diplomatiques innovantes, où la créativité politique devint essentielle pour naviguer dans un monde de plus en plus complexe. L'influence sur le débat scientifique et énergétique fut également considérable. Les experts en nucléaire, en géopolitique énergétique et en sécurité internationale analysèrent la situation pour comprendre comment un pays à l'économie limitée pouvait exercer une influence disproportionnée. Les recherches et publications se multiplièrent, mettant en lumière des stratégies inédites de gestion de ressources critiques, de négociation et de dissuasion. La communauté scientifique commença à envisager des mécanismes plus robustes de coopération internationale, tout en reconnaissant le rôle de la souveraineté et de l'éthique dans la gouvernance des ressources stratégiques. Ce chapitre souligne une leçon fondamentale. La décision de Traoré démontra que le pouvoir international n'est pas exclusivement entre les mains des grandes puissances. La combinaison d'audace politique, de maîtrise des ressources stratégiques et de communication efficace peut influencer des acteurs bien plus puissants, remodeler les alliances, affecter les marchés et inspirer des mouvements sociaux. Les répercussions régionales et mondiales du blocage d'uranium révèlent que le XXIe siècle est un monde où chaque décision, même émanant d'un pays relativement petit, peut avoir des conséquences globales profondes, modifiant à la fois la diplomatie, l'économie et la perception de la légitimité politique.
La décision d'Ibrahim Traoré de bloquer 1000 tonnes d'uranium eut des répercussions durables sur la géopolitique mondiale, modifiant profondément les relations internationales et la perception des pays africains sur la scène mondiale. À long terme, l'Europe fut confrontée à un besoin urgent de diversification de ses sources énergétiques, non seulement pour sécuriser ses programmes nucléaires civils et militaires, mais également pour garantir une autonomie stratégique face à des décisions souveraines inattendues. Les gouvernements durent réévaluer les circuits d'approvisionnement, investir dans de nouvelles infrastructures et redéfinir les partenariats internationaux. Cette crise souligna combien la dépendance à une seule région pouvait constituer une vulnérabilité systémique, créant des débats sur la résilience énergétique et la sécurité nationale. La réaction diplomatique des grandes puissances fut complexe et multiforme. Alors que certains pays optèrent pour des négociations directes avec Traoré et le gouvernement burkinabé, d'autres envisagèrent des mesures indirectes, économiques ou politiques, pour influencer le retour à la normalité. Les forums multilatéraux devinrent le terrain principal de ces discussions, mais chaque tentative de médiation révéla la force du levier politique que le Burkina Faso détenait désormais. La scène internationale assista à un changement de paradigme. La puissance ne réside plus uniquement dans les ressources militaires ou financières, mais également dans la capacité à contrôler des matières premières stratégiques essentielles au fonctionnement du monde moderne. Sur le plan économique, les conséquences furent visibles sur plusieurs années. Les fluctuations des prix de l'uranium et des matières premières stratégiques se stabilisèrent à des niveaux historiquement élevés, impactant les coûts de production de l'énergie nucléaire et des industries connexes. L'incertitude créa un climat d'investissement plus prudent, obligeant les entreprises européennes et asiatiques à repenser leur stratégie d'approvisionnement et à diversifier leurs partenaires. Les experts soulignèrent que cette crise avait déclenché un processus de réorganisation globale du marché de l'uranium, augmentant la compétitivité des producteurs africains et redéfinissant les relations commerciales à l'échelle internationale. La dimension militaire et sécuritaire ne fut pas en reste. Les doctrines stratégiques des pays européens et nord-américains furent ajustées pour réduire la dépendance aux ressources critiques provenant de zones politiquement instables. Des réserves stratégiques furent renforcées, et de nouvelles alliances militaires, centrées sur la sécurité énergétique, furent envisagées. Ce réalignement révéla la nécessité de considérer les matières premières non seulement comme des biens économiques, mais également comme des outils de dissuasion et de négociation, capables de modifier l'équilibre du pouvoir mondial. Sur le plan régional africain, le rôle du Burkina Faso fut renforcé. La posture de Traoré inspira d'autres dirigeants à adopter des stratégies similaires pour protéger les ressources nationales et renforcer la souveraineté économique. Cette dynamique créa de nouvelles coalitions régionales, fondées sur la coopération et la protection mutuelle des matières stratégiques. Les discussions autour de la gouvernance des ressources, de la transparence et de la redistribution des bénéfices se multiplièrent, donnant lieu à des initiatives politiques et économiques inédites sur le continent, redéfinissant la perception de l'Afrique en tant qu'acteur influent sur la scène mondiale. La diplomatie internationale dut également intégrer des mécanismes de prévention des crises similaires. Les organisations multilatérales étudièrent la mise en place de protocoles permettant de concilier souveraineté nationale et sécurité énergétique mondiale. Cette réflexion approfondie mit en lumière les limites des approches traditionnelles, qui reposaient souvent sur la pression ou l'influence économique, et montra que la coopération internationale devait s'accompagner de respect mutuel et de solutions innovantes adaptées aux réalités locales. Les négociations diplomatiques devinrent ainsi plus complexes, mais également plus sophistiquées et stratégiques. La sphère sociale et médiatique joua un rôle central dans la consolidation de la légitimité de Traoré. L'opinion publique burkinabé et africaine soutint largement la décision, l'apercevant comme un acte de protection nationale et un symbole de résistance contre les pressions extérieures. Les médias internationaux, tout en critiquant certaines conséquences, ne purent ignorer le rôle de la communication efficace dans le renforcement de l'autorité politique. Cette situation démontra que l'opinion publique, locale et internationale, pouvait devenir un acteur stratégique dans les crises géopolitiques modernes. Les implications scientifiques et technologiques furent également significatives. La crise encouragea le développement de technologies alternatives, la recherche de nouvelles sources d'énergie et l'amélioration de la gestion des ressources critiques. Les laboratoires et institutions universitaires furent mobilisés pour anticiper les besoins futurs et proposer des solutions innovantes. L'analyse des chaînes d'approvisionnement devint plus sophistiquée, intégrant des outils de prévision avancés et des modèles de résilience capables de limiter l'impact des blocages ou des perturbations futures sur l'économie mondiale. La scène politique internationale évolua vers un nouvel équilibre de pouvoir. Les nations prirent conscience que la diplomatie traditionnelle devait s'adapter à un monde où les pays plus petits pouvaient exercer une influence disproportionnée par le contrôle de ressources stratégiques. Cette dynamique encouragea la création de partenariats plus flexibles, basés sur le respect mutuel et la coopération pragmatique. Les grandes puissances, confrontées à la nécessité de négocier avec des acteurs inattendus, commencèrent à adopter des stratégies plus nuancées, intégrant à la fois des dimensions économiques, militaires et diplomatiques.
L'avenir immédiat après le blocage de l'uranium par Ibrahim Traoré restera marqué par une instabilité prolongée sur les marchés internationaux de l'énergie. Les gouvernements européens, confrontés à une dépendance critique, furent contraints d'élaborer des stratégies d'urgence pour sécuriser leurs besoins nucléaires et éviter une crise énergétique majeure. Ces mesures inclurent l'achat de stocks stratégiques, la diversification des sources d'approvisionnement et la négociation de partenariats avec des pays moins exposés à des risques géopolitiques. Les analystes soulignèrent que cette crise avait mis en évidence une vulnérabilité structurelle qui pourrait influencer la planification énergétique des décennies à venir. L'Europe se trouva dans l'obligation d'accélérer la transition vers des énergies renouvelables et d'investir massivement dans la recherche et le développement de nouvelles technologies de production. Les gouvernements durent équilibrer la nécessité de maintenir la production nucléaire avec la pression politique et sociale pour réduire la dépendance aux matières critiques provenant de zones instables. La crise servit de catalyseur pour repenser les infrastructures énergétiques, renforcer les réseaux de résilience et créer des mécanismes capables de répondre rapidement à toute perturbation future, qu'elle soit politique ou économique. Les relations internationales subirent un ajustement significatif, notamment en termes de diplomatie économique. Les pays africains, et en particulier le Burkina Faso, gagnèrent un levier stratégique inédit sur la scène mondiale, leur capacité à contrôler l'uranium influençant directement les décisions politiques des grandes puissances. Les négociations, autrefois asymétriques, devinrent plus équilibrées, mettant en lumière l'importance du respect de la souveraineté nationale dans un contexte où les matières premières sont des instruments de pouvoir politique et économique. Cette dynamique modifia durablement les rapports de force entre nations. Sur le plan militaire, les grandes puissances envisagèrent de nouvelles doctrines pour protéger leurs approvisionnements stratégiques. Des réserves de matières critiques furent multipliées et des systèmes logistiques sécurisés furent développés afin de réduire la vulnérabilité aux perturbations extérieures. L'expérience du blocage de l'uranium par Traoré servit de leçon pour adapter les stratégies militaires, non seulement à des conflits classiques, mais également aux crises induites par des ressources stratégiques, créant un nouveau paradigme où la sécurité énergétique devient une priorité nationale et globale. La sphère économique mondiale fut également transformée. La hausse du prix de l'uranium entraîna des ajustements dans l'industrie nucléaire, l'exportation de matières stratégiques et la planification industrielle à long terme. Les entreprises furent contraintes de diversifier leurs approvisionnements, d'investir dans des solutions alternatives et de prévoir des plans d'urgence pour éviter l'interruption de la production. Ce réajustement structurel démontra que la maîtrise des matières premières critiques n'est plus seulement une question économique, mais un facteur déterminant de résilience nationale et internationale. Les acteurs régionaux africains observèrent avec attention l'effet d'entraînement de la décision de Traoré. Le succès de sa stratégie suscita l'intérêt d'autres pays pour la gestion souveraine de leurs ressources stratégiques. Les débats sur la redistribution équitable, la transparence et la gouvernance des matières premières devinrent centraux, créant de nouvelles alliances régionales fondées sur la coopération économique et la sécurité stratégique. Cette dynamique contribua à redéfinir le rôle de l'Afrique dans les négociations mondiales et à renforcer son poids sur l'échiquier géopolitique international. La diplomatie mondiale dut s'adapter à ces changements rapides. La nécessité de négocier avec des pays disposant de ressources critiques devint une priorité stratégique pour éviter les conflits et maintenir la stabilité. Les forums internationaux et les organisations multilatérales furent mobilisés pour créer des mécanismes de prévention des crises, garantissant un équilibre entre souveraineté nationale et sécurité énergétique mondiale. Cette évolution révéla l'importance de stratégies diplomatiques innovantes et de coopération proactive pour anticiper les perturbations futures. L'opinion publique internationale et les médias jouèrent un rôle déterminant dans la consolidation de la légitimité des décisions souveraines. Le soutien populaire à Traoré, perçu comme un acteur protégeant les intérêts nationaux, démontra que la communication stratégique peut influencer la perception mondiale et renforcer la position d'un État dans les négociations internationales. La gestion de l'information et des narratifs devint un outil central dans la politique mondiale, capable de soutenir ou de déstabiliser des décisions d'envergure stratégique. La science et la technologie furent mobilisées pour répondre aux défis créés par la crise. La recherche de sources alternatives d'énergie, l'amélioration de la sécurité des chaînes d'approvisionnement et l'innovation dans la production nucléaire furent accélérées. Les investissements dans les infrastructures et la planification à long terme permirent de réduire la dépendance aux ressources vulnérables et d'anticiper les besoins futurs, démontrant que l'innovation devient un facteur clé dans la prévention et la gestion des crises globales. Nous voilà à la fin de cette vidéo, mais le choc provoqué par Ibrahim Traoré continue de résonner à travers le monde. En seulement 48 heures, ces actions ont révélé des fragilités géopolitiques, des tensions économiques et des enjeux de pouvoir qui touchent tous les continents. Merci infiniment à chacun d'entre vous pour vos commentaires et vos partages, qui enrichissent le débat et nous permettent d'aller plus loin dans nos analyses. Si vous avez trouvé cette vidéo captivante et informative, laissez un like et assurez-vous de vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune des prochaines révélations et analyses approfondies. Restez connectés,
car dans ce monde en constante évolution, chaque minute peut changer la donne, et nous serons là pour vous tenir au courant de chaque développement spectaculaire.